La tribune des jeunes pose les problèmes de la jeunesse camerounaise et propose des solutions. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, à ce jour, je vous dis par exemple, le PNUD vient de lancer un appel. Le Forum des Nations Unies pour le développement. Oui, il vient de lancer un appel dans le cadre du Youth Connect Cameroun à financement de 100 jeunes qui font dans le domaine des déchets plastiques et énergie renouvelable. Je l'ai publié dans tous les forums des jeunes. Je l'ai publié sur les plateformes de jeunes. Maintenant, quand tu le publies, est-ce que tu vas forcer un jeune de procéder à l'appel? Peut-être qu'il faut que vous expliquiez bien aux jeunes qu'est-ce qu'ils gagnent à s'engager dans ce type d'activité. Pas qu'est-ce qu'ils gagnent, oui. Puisque quand le PNUD lance dans le cadre du Youth Connect un appel à financement de 100 projets jeunes, ça veut dire que quand un jeune s'assoit, il écrit son projet qu'il fait, par exemple dans les énergies renouvelables et les déchets plastiques, il écrit un bon projet. Si le PNUD dit qu'on accompagne 100 jeunes qui font dans tel domaine, à hauteur de 1000 francs par exemple, ça veut dire que voilà 100 jeunes qui vont bénéficier d'un accompagnement de 1000 francs et 100 jeunes qui vont recruter beaucoup d'autres jeunes, chacun dans son domaine d'activité. Vous comprenez que le conseil travaille. La tribune des jeunes. Une association naît parce qu'on a identifié un problème, on veut mener des actions sociales, on veut mener des actions qui vont impacter parfois même, on veut mener des actions de plaidoirie pour interpeller les pouvoirs publics par rapport à certaines préoccupations qui n'ont pas encore été prises en compte. Et c'est peut-être pour cela que plus il y a de problèmes, plus il y a d'associations, mais maintenant, il faudrait bien qu'on se mette d'accord. Il y a un problème de fondement, il y a un problème de structuration, il y a un problème de solidité et parfois même d'idéologie dans ces associations. Et si nos idéologies ne convergent pas vers l'idéologie du CNJC, ou alors si le CNJC ne s'intéresse pas aux idéologies des différentes associations, c'est clair que nous allons un peu de partout. Et d'ailleurs, l'un des rôles, et je pense bien dans les missions du CNJC, c'est d'assainir parfois cet environnement. La tribune des jeunes pose les problèmes de la jeunesse camerounaise et propose des solutions. Je vous disais aujourd'hui qu'avec 100 francs, il était possible d'aller sur Internet, rechercher un certain nombre d'informations. Et je vous disais encore qu'il suffisait d'avoir une idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet, aujourd'hui, les jeunes se plaignent du financement, mais croyez-moi, sans éducation financière, vous aurez beau leur donner des millions, des milliards, ils n'en feront rien. Qu'est-ce que vous mettez dans l'éducation financière? Ça veut dire quoi concrètement? La capacité simplement à optimiser les ressources financières qu'on a à sa disposition et à accès d'ailleurs. Au Cameroun aujourd'hui, le jeune, j'ai envie de convoquer un livre ici que tout le monde a certainement lu. Je crois que tout entrepreneur a lu Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, lorsque vous observez la jeunesse camerounaise, qui est une jeunesse de consommation, elle a tendance à investir plus dans du passif que dans l'actif. Aujourd'hui, le jeune se vantera de pouvoir peut-être s'offrir un pot dans des restaurants UP de Bastos, voilà, à hauteur des centaines de mille. Le jeune se vantera de pouvoir entrer dans de grandes discothèques ou alors de rouler dans de gros carrosses, voilà. Mais en réalité, cet argent qui est ainsi dilapidé serait un capital suffisant pour pouvoir mettre en place une start-up qui non seulement permettrait de créer de l'emploi, comme je l'ai dit, voilà, mais à un moment donné, nous éviterait d'avoir toujours à pointer un doigt accusateur sur l'État, parce que nous avons toujours tendance à dire oui, l'État ne fait rien pour nous. Mais nous, à notre niveau, que faisons-nous déjà avec le peu de ressources que nous avons même à notre disposition? Donc, pour faire simple, vous dites, il y a les bars et les snack bars dans la ville de Yaoundé qui sont en ce moment assez bondés de jeunes qui sont en train de consommer de l'alcool. Cet argent aurait pu servir à investir et à employer des Camerounais dans des affaires. En effet. La tribune des jeunes. Quelques conseils à donner à ces jeunes qui, pour beaucoup, attendent encore qu'on lance les concours à certains postes dans la fonction publique parce qu'on est quand même surpris par les chiffres qui sont présentés. On veut 300 places, mais il y a quasiment 30 000 candidats. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'on sorte de ce mythe de la fonction publique? Il faudrait qu'à un moment, nous sortions tous de ce mythe. Parce que si au-delà des faits, regardons un peu la Chine. Ils sont combien aujourd'hui? Imaginez si on lance un concours de 300 places en Chine. Combien vont aller concourir? Donc il faut qu'on enlève de notre idée, de notre préconçu, que l'État peut récupérer tous ces jeunes qui divaguent dans la société. C'est impossible. Donc tout le monde doit un peu se rapprocher des personnes ressources pour pouvoir s'informer et avoir la bonne information. J'appuie beaucoup plus sur la bonne information. S'informer le plus possible. Au-delà des préconçus, de ce qu'on a entendu, aller vers la source.
toujours la vérifier avant de se lancer dans un projet. J'ajouterai aussi de savoir s'organiser, parce que ceci c'est un bon entrepreneur. Oui. L'organisation fait partie de l'espace entrepreneurial d'un entrepreneur. Savoir déléguer, être modeste, c'est-à-dire pas d'avoir la grosse tête. Se faire petit pour apprendre. Se faire petit pour être sociable. Oui. Être sociable, aller vers tout le monde, au contact de la société. Continue, générique. Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine La Tribune des Jeunes sur les ondes de Citis Radio. Mesdames et messieurs, depuis le 30 mai dernier, un enseignant a été radié des effectifs du collège France Fanon ici à Yaoundé. Le principal de cet établissement scolaire accuse Monsieur Mvodo Ndjok Eric Alan d'avoir entretenu des relations coupables avec plusieurs élèves de cet établissement scolaire. Les vidéos de ces différentes attitudes ont été publiées sur les réseaux sociaux et continuent de faire le tour sur la toile au Cameroun. Cet après-midi, mesdames et messieurs, on pose le débat sur cette thématique qui concerne beaucoup de jeunes dans notre pays et aussi des enseignants. Relations coupables entre élèves et enseignants, comment comprendre le phénomène? C'est la thématique centrale de votre émission La Tribune des Jeunes de cet après-midi. Et pour parler de ce sujet, nous avons convié dans le cadre de ce programme cet après-midi de personnes qui au quotidien sont en contact avec les jeunes et nous diront si eux aussi sont dans ce type d'attitude condamnable par la réglementation en vigueur dans notre pays. On va commencer la présentation des invités cet après-midi avec vous. Gaël Nyandier, bon après-midi à vous. Merci, bon après-midi à vous monsieur, bon après-midi à monsieur Niassé. Je vous remercie une fois de plus pour votre sollicitude. Du fait que je vienne aujourd'hui étayer une fois de plus et autant que c'est peu, le peu que je puisse avoir pour que de nombreux Camerounais qui nous écoutent et certains étrangers puissent vraiment être à l'aune de l'information. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, monsieur Nyandé. Vous êtes un étudiant en philosophie et enseignant vacataire. Mais cet après-midi, vous êtes plus sur la casquette d'étudiant en philosophie. Oui, j'aurais vraiment été très à l'aise de me présenter en tant qu'étudiant en philosophie parce que là, j'ai de la crédibilité. Oui. Je suis licencié en philosophie, je vous l'aurais déjà dit, option métaphysique et ontologie. Oui. Mais lorsqu'on dit parfois enseignant vacataire, parfois cela manque d'objectivité parce que tout le monde, on peut retrouver tout le monde dans ces instances ensemble-là. Vous ne voulez donc pas qu'on vous mélange à toutes les personnes qui, parfois sans formation, se prennent pour des enseignants vacataires. Voilà donc l'exemple qu'il y en a aujourd'hui où voilà un collègue. En tout cas, on en parlera. On en parlera au cours du programme. En face de vous, vous l'avez présenté même avant que je ne le présente, monsieur Nia. Par contre, vous, cet après-midi, Eric Niasengandieu, bon après-midi à vous. Bon après-midi, Jordan. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Vous êtes un enseignant au lycée technique de Yaoundé 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi d'être toujours dans les plateaux de Citis Radio. Vous avez la parole, je vous accueille avec cette actualité qui vous concerne directement. Vous êtes le coordonnateur dans la région du centre d'une association qui prône l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays. Ça s'appelle la JELEC, l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Cameroun. De façon concrète, monsieur Niassé, quel est l'objectif
de cette association et pourquoi est-ce que vous avez décidé de coordonner une organisation pareille? Déjà, le Cameroun est en proie d'une montée de manière vertigineuse du sous-emploi et du chômage par conséquence. Et les jeunes ont tendance à plus s'intéresser à la fonction publique camerounaise. Pourtant, il y a encore des secteurs inexplorés. C'est pourquoi nous avons décidé, le président national Serge Elimbi et nous autres, de mettre sur pied une organisation qui va permettre d'encadrer cette jeunesse, de développer le potentiel de ces jeunes sur le plan entrepreneurial et sur le plan de leadership. Parce que le leadership englobe plusieurs domaines, la politique et bien d'autres. Et sur le plan entrepreneurial, on va créer des hommes d'affaires nouveaux. Nous savons les hommes d'affaires comme Photo Victor et bien d'autres. Nous voulons créer cette nouvelle graine. Et ça va passer par d'encadrement très précis et bien organisé. Puisque vous allez voir, c'est une association d'enseignants, une association d'avocats, en fait, de multiples, des jeunes qui sont déjà des responsables à un certain niveau, qui décident de faire du mentorat pour d'autres jeunes. Vous êtes des leaders, vous décidez d'être des modèles pour les jeunes, parce que le problème au Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup de manque de modèles dans notre société. Effectivement, nous avons décidé de créer une organisation qui va être un modèle pour d'autres, créer des ressources pour encadrer la jeunesse, pour que vraiment ce Cameroun qui se veut émergent soit vraiment émergent avec des jeunes forts. Et vous estimez que cette émergence sera passée par vous dans le cadre de la GELEC, l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Cameroun? Effectivement, nous sommes déterminés à être ces porte-étendards-là qui vont mener le Cameroun vers son émergence à l'horizon 2035. Et il faut noter que les jeunes aujourd'hui ont peur quand on parle d'entrepreneuriat, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, ils voient beaucoup d'argent. Quand on parle de leadership, ils ont peur d'affronter leurs aînés qui sont des grands. Aujourd'hui, nous, on va les montrer qu'il ne faut pas avoir peur, il faut oser, parce que si on n'ose pas, on n'aura rien. Et on veut lever dans la tête des Camerounais que c'est la fonction publique qui rend riche. Eric Niasse, on aura des occasions de revenir sur votre association lorsqu'on mettra les thèmes sur l'entrepreneuriat dans le cadre de ce programme. On vous dit merci pour ces quelques explications que vous avez données à l'entrée de ce programme. Gaël Niandier, je vous accueille également avec un sujet qui vous concerne aussi un peu directement. On a récemment appris, lors de la publication des résultats du concours d'entrée en 6e, que dans une école, le CES d'Ekam Kam 3, dans le département de la Leki, région du centre du Cameroun, des élèves ont réussi au concours d'entrée en 6e avec 1 de moyenne. Pas 1 sur 10, pas 1 sur 5, mais 1 sur 20. Les moyennes variaient à ce concours-là entre 1 et 7 de moyenne. Monsieur Gaël Mia, lorsque vous avez aussi regardé ce bordereau de résultats comme nous, bordereau de réussite, quelle a été votre réaction? Oui, c'est vrai que dans le temps, nous pouvons le constater, nous qui sommes dans la salle de classe, que de plus en plus, il y a une faiblesse qui s'installe au niveau des élèves, déjà à partir du premier cycle. Mais déjà, je ne sais pas effectivement s'il faut prendre ce sujet de façon subjective ou bien objective. Mais je pense que d'abord, avant de revenir parler de ces élèves-là, le concours, c'est quoi exactement? Le concours, c'est ces petits examens-là qui consistent à ne prendre que les meilleurs. Bon, maintenant, je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui, les meilleurs sont... Les meilleurs sont, je voudrais dire, segmentés. Si est-ce qu'on dit que le premier devrait plutôt avoir 17 et non pas 7. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque le premier a 7? Y a-t-il lieu de suspendre le concours pour que si jamais le premier a 17 de moyenne ou 14 de moyenne, comme pas véritablement de concours? Bon, si j'ai dit cela, je peux d'abord balayer et revenir. Oui, vous avez parlé là de façon objective, mais monsieur Ndé, lorsque on voit dans une école au Cameroun, on admet des élèves avec 1 de moyenne, quand même. Justement, c'est donc là où je disais, donc en balayant cela, donc je reviens pour présenter ma désolation du côté de certains enseignants vraiment qui sautent sur le devoir moral, n'est-ce pas, de pouvoir admettre en classe supérieure des jeunes enfants qui n'ont pas de niveau. Voyez-vous, un enfant qui va en 6e avec 1 de moyenne, c'est pour présenter quel objectif? C'est pour présenter quel bilan en 6e? Vous voyez donc au fur et à mesure que cette histoire va évoluer de cette façon, on aura une société de plus en plus gangrenée par les mauvais mots, les problèmes. Et automatiquement, je me dis que
Il n'y a pas que le lycée de quelqu'un qui fait ce type de pratique. Même dans les collèges aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est une note en bordereau de résultats venant de cette école. Justement. Vous voyez donc dans certains établissements, non seulement le concours d'entrée en 6e, il y a même également des décisions qui relèvent que les enfants aillent en classe supérieure. Oui. Où vous voyez donc comment un conseil de classe se lève et puis décide unanimement que les enfants aillent en classe supérieure avec une note de 7 de moyenne. Alors qu'ils n'ont pas le niveau. Alors qu'il n'y a pas de niveau. Alors moi je pense juste que je suis très désolé et puis j'aimerais vraiment que le ministère en question essaye un temps soit pour tant que se peut de revoir quelles sont les conditions de possibilité pour que le concours soit mieux saisi. Oui. Et pour que les élèves et pour que les enseignants aient moins de travail avec ces enfants-là qui vraiment aillent en classe supérieure sans niveau. Beaucoup d'enseignants qui ont été interrogés sur la question ont dit voilà ce qu'on nous envoie venant de l'école primaire. Après, on va nous accuser, nous au secondaire, de faire le mauvais travail lorsqu'on nous envoie des produits pareils. Et d'autres personnes ont également estimé que dans cette zone, l'école n'est pas la priorité de beaucoup d'enfants. Ils sont très concentrés aux activités champêtres, élevage et autres, et que parfois l'école se situe à des dizaines de kilomètres et ces enfants n'ont pas pour priorité d'aller dans ces écoles. En tout cas, merci à vous, Monsieur Ndié, pour ces quelques éclairages sur le sujet. On entre dans la thématique centrale de cette édition de la Tribune des Jeunes. Relations coupables entre élèves et enseignants, comment comprendre le phénomène? Nous l'avons dit, le 30 mai dernier, une note de service a été publiée par le principal du collège France Fanon de Yaoundé dans laquelle on faisait mention de ce que M. Mvondondjok, Eric Alan Stéphane Da Silva, enseignant de mathématiques dans cet établissement scolaire, est radié des effectifs de cette école. Dans cette note de service, il a été fait mention de ce que cet enseignant a été retrouvé. Les vidéos ont circulé, ont abondamment été partagées sur les réseaux sociaux en train de s'amouracher avec des jeunes élèves de cet établissement scolaire. Il a été radié des effectifs des enseignants de cette école. Monsieur Eric Niassé, vous êtes un enseignant. Vous avez été formé, vous exercez sur le terrain. Lorsque vous avez eu vent de cette information, quelle a été votre première réaction? Désolation totale. Désolation totale parce que je me suis posé une question et c'est cette question que j'aimerais utiliser d'abord pour planter le décor de ce thème. Oui. C'est quoi un enseignant? Quand on pose dans la question c'est quoi un enseignant, le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un adjectif, c'est un nom qui dit que c'est quelqu'un qui transmet des connaissances. Maintenant, dans quelles conditions, si on pousse plus loin? C'est une personne qui a subi une formation. Et qui dit formation, on parle de quelqu'un qui connaît l'éthique et la déontologie du métier. Et déjà, quand j'ai donc posé ces deux thèmes, j'ai donc compris que ce monsieur ne peut pas être considéré comme un enseignant puisqu'il n'a pas respecté l'éthique et la déontologie de la profession enseignante. Parce que s'il avait respecté, dans l'éthique, déontologie, on dit l'enseignant ne doit pas entretenir des relations coupables avec son élève. Fût-il son épouse, ça doit être secret chez eux. Ça ne doit pas être vu au-dessus de tout le monde. Il a violé carrément toutes les règles de la profession. Et si mon jeune frère présent dans ce plateau ou bien les auditeurs conviennent avec moi, il mérite des sanctions vraiment très lourdes. Est-ce que l'exclusion n'est pas suffisante comme sanction pour lui? Je vais vous rappeler, monsieur Jordan, en 1988, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque avait sorti une circulaire qui condamnait déjà ce type d'acte. Et c'est répréhensible par la loi, parce que dans le monde de l'enseignement, c'est une faute lourde qui est passible à ce qu'il vient de subir comme ça, c'est-à-dire la radiation. On l'a exclu, oui. Oui, maintenant, atteinte à la pudeur sur le plan pénal. En effet, parce qu'ils ont publié leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Il paraît que ce sont les jeunes filles qui ont publié les vidéos. En tout cas, on ne sait pas. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est que les vidéos ont été publiées. Peu importe. Elles sont disponibles. Peu importe qui a publié la vidéo, mais déjà, il y a atteinte à la pudeur. L'article 295 du Code pénal camerounais traite en la matière. Il est passible d'une poursuite judiciaire, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement. En raison de l'atteinte à la pudeur dont il est à l'origine. Et encore au-delà, la petite fille est mineure, selon les informations que j'ai à ma possession.
elle est mineure. Donc, il y a enlèvement, puisque c'est l'enlèvement d'une mineure, détournement de son objectif académique, puisqu'elle était là-bas pour fréquenter, et ensuite l'atteinte à la pudeur. Donc, si je me retrouve dans la posture d'un de ses parents aujourd'hui ou d'un magistrat, ce jeune homme a beaucoup à faire. Oui. En tout cas, Eric Nassé, on va revenir sur tous les contours de cette affaire parce que vous parlez de beaucoup de choses, enlèvement et tout. Certains enseignants ont qualifié cette situation d'inceste pédagogique. C'est une expression de Pierre-Cédric Essomba, un enseignant que je salue d'ailleurs, qui intervient constamment sur les ondes de Cities Radio. Monsieur Nyanzé, je vous pose la même question parce qu'on va revenir sur plusieurs éléments qui entrent dans cette affaire. Parce que la situation est jugée assez critique et assez grave quand même par certains enseignants que vous êtes. Certains estiment que ce corps a été sali en raison de ces éléments. Et on rappelle que la situation n'est pas nouvelle. Elle a toujours existé et elle continue à exister et elle risque même perdurer si rien n'est fait pour résoudre le problème. Monsieur Nia, quelle est la réaction que vous avez eue lorsque vous avez aussi eu vent de cette information-là? En tant qu'homme scientifique, je ne vais pas aller de façon précipitée dire ce qu'il faut faire. Je pense d'abord qu'il s'agit d'une situation, c'est-à-dire d'un enseignant et puis d'un élève. Oui. Déjà, le code déontologique le condamne, la loi également le condamne, parce que vu l'âge même que l'enseignant pourrait avoir avec l'âge de cet élève, on peut voir là, comme le monsieur Niassé vient de le dire, peut-être pas un enlèvement, mais un détournement des mineurs. Voilà. Ça veut donc dire qu'en temps réel, l'acte a été posé, l'enseignant a été reconnu coupable d'avoir entretenu des relations coupables avec son élève. Relation coupable, il a été radié des effectifs du collège France Fanon. Ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'en temps réel, moi, j'aurais même voulu qu'il ne soit pas radié, mais plutôt que lui-même demande sa propre démission. Parce qu'en réalité, il faudrait que lui-même prenne conscience de ce qu'il a posé comme acte. Mais bon, là, vous êtes assez éthique quand même. Ils sont très rares qui peuvent faire ce que vous dites, monsieur Nia. Oui, justement, parce que, et là, je crois donc, comme dans l'administration de son établissement a décidé de le radier, oui. Je crois donc que la justice également devrait commencer à faire son travail pour que on puisse voir pour qu'on puisse voir dans toutes les parties où le problème se pose. On puisse établir les responsabilités. Maintenant, en ce qui concerne les vidéos sur les réseaux sociaux, sur la toile, je pense qu'il faut encore revenir un temps soit peu parce que il faut se poser la question de savoir qui a publié la vidéo. Est-ce qu'à ce niveau, l'enseignant reste le seul? C'est vrai que là, nous sommes en train de juger seulement l'enseignant. Mais je crois qu'à ce niveau, la personne qui publie cette vidéo également devrait un temps soit peu également être arrêtée et être questionnée. Parce que ce n'est vraiment pas aussi normal de porter atteinte à la pudeur des personnes et des personnalités de cette manière. Semblerait-il l'enseignant n'entretenait pas des relations avec une seule élève, avec plusieurs? Justement, c'est ça la faute. C'est pourquoi je dis que l'enseignant devrait par lui-même commencer par démissionner. On l'a déjà chassé. Bon, maintenant, quand vous dites qu'au Cameroun, c'est vrai, les Camerounais ont tendance à penser que tout ce qui arrive au Cameroun, c'est des choses extraordinaires. Oui. Mais je vais vous dire, ce n'est pas au Cameroun, c'est dans toute l'Afrique et peut-être dans tout le monde où nous sommes les hommes et puis l'homme est divers, donc doyant. Vous estimez qu'on doit établir les responsabilités de toutes les parties, de l'homme et des élèves aussi? Des élèves, mais pas celle avec qui on a filmé est une victime. Oui. Ça, il faut se le dire. Mais celle qui va publier la vidéo n'est pas que victime. Ça veut dire quelque part, elle a des responsabilités bien établies sur cette histoire. Voilà. L'enseignant qui a la majorité même des trucs. Parce que lui, je n'arrive pas toujours à comprendre, je vous assure. Au-delà même du fait qu'il soit radié de son établissement, je pense même qu'il doit même déjà être quelque part. Parce que ce n'est vraiment pas sérieux. Selon vous? Je ne suis pas la loi. Mais je crois que la loi pourrait faire son travail. Ok, monsieur, on vous a compris. En tout cas, vous ne voulez pas que ces enseignants qui sont vos collègues vous jettent des pieds lorsque vous allez sortir de ce studio. Non, il ne s'agit pas de ça, mais je pense que Platon le disait déjà. La justice consiste à ne faire que son travail et ne pas s'occuper que des autres. L'enseignant a été radié. Oui, reconnu coupable par l'administration du collège. L'administration du travail a fait son travail. Ce n'est pas monsieur, c'est pas moi qui fais ce travail. Et vous demandez à la justice de faire son travail. Maintenant, la justice doit faire son travail.
Il ne faut pas que la justice reste aussi là avec les bras croisés pour dire que bon, il y a une situation et puis l'enseignant est irradié. Non. À la justice de faire son travail. Après enquête, la justice doit vraiment essayer d'établir les différents responsables. Ok. Monsieur Ngandieu Niasse, on a évoqué les responsabilités de l'enseignant, on reviendra dessus. Mais la question aussi, c'est les élèves concernés par cette situation ne sont-elles pas aussi responsables de ce qui vient d'arriver? Vous êtes un enseignant. On a eu des témoignages de plusieurs enseignants au Cameroun qui nous disent, ils sont en salle de classe, ils font cours, ils donnent les épreuves aux élèves. Elles composent sur les feuilles de composition qu'elles déchirent dans leur cahier. Lorsqu'elles remettent les feuilles à l'enseignant, derrière, elles inscrivent leur numéro de téléphone et indiquent le quartier où elles vivent avec les indications exactes de leur maison. Lorsqu'elles le font et que vous êtes un enseignant, comment est-ce que vous devez faire? Parce que il faut d'abord qu'on dise qu'il y a également beaucoup d'élèves qui incitent certains enseignants, les jeunes en particulier, à commettre ce type d'action. Est-ce qu'ici, il ne faut pas un peu établir aussi la responsabilité de ces jeunes élèves-là qui parfois se comportent comme je viens d'évoquer? Monsieur Jordan, oui. Je vais d'abord vous dire qu'il s'agit ici des adolescents. Et en tant qu'adolescent, l'adolescent ne connaît pas ce qu'il fait. Il fait ça par des pulsions. À cet âge, on développe la puberté. Et on ne parvient pas à contrôler. Elle cherche donc à se faire connaître. Elle cherche à s'exprimer. Elle cherche l'affection d'une personne. Et directement, elle lance leur révolu sur le jeune enseignant. Pour moi, l'élève qui est adolescent, elle n'est pas coupable. C'est maintenant l'expert qui est l'enseignant. Tu as écrit ton numéro de téléphone derrière la feuille. Oui. Tu as fait le plan de ta maison derrière la feuille. Je me sers de ce plan et de ce numéro de téléphone, je viens voir tes parents. Ah bon? Oui. Directement chez tes parents. Et je te passe du savon devant ton père et ta mère. Je verrai encore comment elle aura le toupet ou bien le courage. Et je transmets cette information en plein rassemblement. Je verrai encore quelle fille aura à l'école aura encore le courage d'aborder ce jeune enseignant. C'est pas ça aussi, nous sommes tentés. C'est ce que vous allez faire. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont plutôt contents. Moi, Niassé. Qu'on leur donne les numéros. Bon, ce sont ceux qui... Je me dis qu'ils ont un manque de personnalité. Parce que moi, Niassé, je ne peux pas avoir l'intention de sortir avec mon élève. Ok. Parce que pour moi, c'est antipédagogique. J'applique juste les règles de la déontologie de la profession et l'éthique de la profession. Je ne me vois pas me dénuder devant mon élève pour après dire quoi dans la salle de classe. Elle m'a déjà vu comme Adam, en tenue d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce que je vais encore dire à cet élève dans la salle de classe? Non, monsieur, mon respect est... Je vous dis même que quand je vais m'asseoir dans un bar pour prendre une bière, que par mégarde, je vois mon élève assis sur une table de ce bar, je vous rappelle que j'abandonne ma bière, puis je paye, je m'en vais. Vous ne pouvez pas être assis dans un bar avec votre élève? Non. Vous, Eric Niasse? Oui. Mais ce qu'on voit dans la société est quand même terrible. Si tous les enseignants se comportaient comme vous, ce que l'éducation se porte très bien au Cameroun, mais on voit des enseignants danser dans les bars et les snack bars avec leurs élèves. Ça engage chacun. Et en cette période, c'est alors très visible parce qu'il y a les examens qui sont finis. Les enseignants sont très contents de danser avec les élèves dans les bars. Même l'offre des élèves sur du point où on dit, monsieur, il y a une bière pour vous, monsieur, je vous ai apporté du chocolat. Je décline cette responsabilité. Je ne prends pas ce qui... C'est moi, je suis l'encadreur. Je suis censé plutôt vous donner. Comment je vais encore être en train de prendre? Ça diminue même mon charisme, si je peux dire ainsi. Ça diminue le respect qu'on a pour moi. Moi, j'ai eu un enseignant formateur, professeur Naossi. Il disait tantôt, l'enseignant, même pour uriner, ne doit pas descendre sa braguette dans la rue. Ça veut dire que quand je vais uriner, si j'ai le besoin d'uriner, que je me retrouve à proximité d'une brousse, je ne vais pas uriner dans cette brousse si c'est à côté de la route. Je vais chercher où je vais me cacher, on ne va pas voir comment ma braguette est descendue pour uriner. Il me disait souvent, l'enseignant ne doit pas aller dans la rue en short.
C'est-à-dire, de manière bizarre, si je ne suis pas en train d'aller au football ou bien au sport, tu me vois en short en train de me balader à longueur de journée dans la rue ou aller très loin dans la rue, sauf si je suis en train d'aller un dimanche me balader avec mes enfants dans un parc ou autre. On doit rehausser l'image de l'enseignant. L'enseignant, c'est celui-là qui se respecte. Si on se respecte, les enfants vont nous respecter. Si on met une barrière entre élèves et enseignants, ça ne va pas arriver tout ce qui arrive aujourd'hui. Quand je suis avec un enseignant, la seule chose que j'échange avec cet élève, sont les connaissances, sont les conseils que je prodigue à cet enfant pour qu'il puisse grandir et devenir comme moi. Pas aller m'exposer. Vous ne vous voyez pas en train de discuter d'autres choses. Non. Avec un élève en dehors. Surtout sur ce genre-là. Ce genre de choses sur ce sujet-là. Moi, vraiment, c'est inimaginable. Donc, vous ne comprenez pas les attitudes de M. Mvondondjok qui entretient des relations avec les élèves. Oui, puisqu'il a même dit que ce n'est même pas avec une seule élève. En effet. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il dit même, quand j'arrive dans une classe où il y a les grandes filles, je deviens très rigoureux pour ne même pas donner l'occasion de m'aborder. Parce que si tu donnes l'occasion, elles vont sauter dessus. Je ne te donne même pas l'occasion. Je ne souris pas. Parce que parfois c'est une compétition aussi entre ces jeunes filles. Je ne souris pas. Elles veulent tous sortir avec sortir avec l'enseignant. Je ne souris pas. Je vous démontre par A plus B que la seule chose qui m'amène dans votre salle de classe, la transmission des connaissances. Le reste là, ça ne me concerne pas. Ok. Eric Gnassin, vous avez évoqué un élément assez important. Vous dites, vous ne prenez pas les cadeaux des élèves. Vous ne les prenez pas du tout. Oui. Vous mettez les barrières à ce niveau. Gaël Nia, l'un des problèmes que certains jeunes enseignants, parce que ce sont eux qui pour la plupart sont concernés par cette situation de relation coupable avec les élèves partout au Cameroun, cela est visible. L'une des raisons souvent évoquées, c'est la précarité dans laquelle certains enseignants vivent au quotidien. Le mouvement OTS, récemment organisé par les enseignants, a démontré justement l'état de pauvreté, de paupérisation avancée, de précarité dans laquelle certains enseignants vivent au Cameroun. Vous êtes un jeune enseignant. Vous venez de sortir de l'école normale supérieure. Vous n'avez pas encore la totalité de votre salaire. Vous n'arrivez pas encore à vous prendre en charge vous-même. Et vous êtes dans une situation où vous avez un certain nombre de difficultés. Une jeune élève se présente devant vous. Elle vous dit, voilà, je suis la solution à vos problèmes. Vous n'avez pas un autre choix et vous êtes tenté par cette jeune fille-là. Monsieur Nia, est-ce que vous pouvez, en tant que jeune enseignant vivant dans la précarité, éviter ce type de tentation? Je vais d'abord rebondir sur ce que dit M. Nassé, parce que, voyez-vous, l'enseignant, comme il a dit, est un modèle. Et un modèle suscite celui-là qui, entre parenthèses, ne fait pas d'erreur. Voyez-vous, c'est inadmissible, voire un peu hors norme. C'est un peu hors norme de voir un enseignant vraiment qui va causer avec un élève des éléments qui ne concernent pas la pédagogie. Oui. Ce n'est vraiment pas très sérieux. Mais quand on a dit cela, il ne faut pas aussi qu'on reste volatif parce qu'aujourd'hui, il y a un réel problème qui n'a justement pas encore été réglé. Peut-être que sur les papiers, c'est la tranche d'âge maximale dans les salles de classe. Vous voyez, peut-être les enseignants qui ont l'école normale, oui, mais il y a également ce côté-là, c'est-à-dire des enseignants, des diplômés qui vont donner un coup de main aux enseignants diplômés. En effet, les enseignants vacataires. On voit beaucoup d'étudiants, par exemple, de géographie en Waikele qui donnent cours d'histoire, géographie dans les collèges privés. Et les voilà qui sont jeunes. Oui. Les voilà qui se retrouvent dans les collèges, comment est-ce qu'ils font? Vous voyez, je me dis donc d'abord que la première des solutions qu'il faut résoudre aujourd'hui, c'est celle-là. Celle de voir l'âge maximal dans les salles de classe. Il est inadmissible de voir en classe de troisième une jeune maman de 21 ans en troisième dans les collèges. Privé, beaucoup plus privé, peut-être dans le public, ça, c'est vrai, c'est là, mais ce n'est pas aussi tellement répandu. Mais beaucoup plus dans les privés, vous allez voir ces gens-là qui sont extrêmement vieux, qui se retrouvent dans les salles de classe et dans les classes aussi basses que vous ne pouvez l'imaginer. À ce niveau, il y a un problème. Maintenant, le deuxième problème, vous souhaitez qu'on mette l'âge limite dans chaque salle de classe au Cameroun? Qu'on ne mette pas cela, il y a mis. Mais maintenant, qu'on applique
Oui, mais est-ce que cette tolérance n'est pas aussi de nature à favoriser les donc personnes qui ont parfois eu des problèmes dans leur vie? Vous avez fait 2 ans de maladie et puis votre âge a dépassé. Est-ce qu'on ne doit pas vous laisser continuer l'école normalement, monsieur? On devrait créer une alternative. Oui. Parce que c'est des choses pareilles qui nous amènent à des problèmes tels que ceux qui nous sont posés aujourd'hui. Vous allez certes voir en tant que le jeune professeur qui va se dénuder avec des élèves, vous allez voir en tant que c'est des élèves de 15 ans ou 17 ans, mais si vous voyez les élèves, moi je ne les ai pas vus, mais si vous voyez les élèves, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est peut-être... En tout cas, ce sont des élèves qui ne ressemblent pas aux filles de 15 ans quand même. Voilà. Oui, on a vu les images. Maintenant, il y a tout simplement quelque chose qui a changé. C'est que dans les années 1988 ou 1980, les enseignants de cette époque n'étaient pas comme nous aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire? Au point où les enseignants avaient une tranche d'âge un peu considérable. C'est-à-dire, je voulais dire, c'était des grandes personnes. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de 22 ans, 23 ans enseigner leurs supérieurs. Comment expliquer qu'un enfant de 22 ans, 23 ans enseigne son égal? Mais s'il a eu son bac à 17 ans, il a reçu au concours de l'école normale supérieure, il a fait 5 ans, c'est normal qu'il sorte à 22 ans. Justement, c'est pourquoi je crois qu'à ce niveau également, je crois qu'on devrait encore, une fois de plus, renouer, c'est-à-dire refaire le cours d'ontologique. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains petits laissés-aller que moi j'observe, même dans ces cours-là, que j'observe, qui sont pour moi des fautes, qui sont des erreurs. Bon, maintenant, en ce qui concerne... La question que vous avez posée, oui. La précarité des enseignants ne les rend-il pas vulnérables devant les cadeaux que peuvent vouloir leur offrir certaines jeunes filles? Je ne pense pas que cela soit une raison valable qui pousse vraiment un enseignant à poser de tels actes. Plutôt, cela serait la conséquence à la violation même en milieu scolaire. Parce que justement, cet élève-là, qui sait que financièrement il est mieux aisé que son enseignant, peut aller à l'encontre des lois qui lui sont dites par l'enseignant. Mais au niveau du fait qu'on va faire ça ensemble, on va causer ensemble, on va boire une bière ensemble, moi je ne trouve pas que ça soit une solution vraiment qui puisse répondre à cette question. Donc automatiquement, cet enseignant qui le fait parce qu'il est précaire, parce qu'il n'a vraiment pas dessus, je crois qu'il est en train de faire erreur. Et que cela doit être puni et sévèrement puni. Les enseignants ne doivent pas se laisser tenter, accepter les cadeaux des élèves. Elles sont très nombreuses à offrir des cadeaux aux jeunes enseignants. Vous avez tout à l'heure dit, un enseignant de 22 ans qui sort d'une école normale, il arrive en salle de classe, ils sont parfois très chauds devant certaines jeunes filles qui disent que voilà, elle peut trouver le mariage en salle de classe, sans légitimer ce qui arrive. Monsieur Niasse, je vous pose la question, celle de savoir finalement, est-ce que la jeunesse aussi, de certains enseignants comme venait de l'évoquer Gaël Nianzé, ne peut pas aussi un peu justifier cette situation qu'on découvre dans les établissements scolaires aujourd'hui? À l'époque, les enseignants étaient âgés quand même, lorsqu'on comparait avec des élèves dans les salles de classe. Mais aujourd'hui, vous par exemple, vous êtes un enseignant, vous n'êtes pas aussi vieux que ça. Est-ce que vous n'avez pas un jour été tenté par une élève et quelle a été votre réaction à ce moment-là? Je n'ai pas encore eu le malheur de tomber sur ce cas dans ma vie. C'est un malheur selon vous? Oui, parce que moi déjà, quand je finissais mes classes, j'étais déjà fiancé. Oui. Donc je n'ai pas connu trop ce problème-là. Et je vous ai donné ma posture déjà quand j'entre en classe. Vous êtes nerveux. Ma posture est tellement bizarre. Vous ne pouvez même pas vous aventurer. Même si vous avez les intentions, ça se bloque à distance. Je vais aussi dire quand même que certaines de ces relations aboutissent au mariage. En effet. On en a vu plusieurs de nos collègues qui ont épousé des élèves. Mais ça devient un problème quand c'est mis sur la place publique. Comme le cas de... Donc vous estimez qu'un enseignant peut entretenir une relation avec une élève, mais que ça reste entre eux? Dans le cadre de la société, oui, et qu'il entretienne une relation avec une seule élève qui conduit au mariage. On ne connaît pas comment le mariage se dessine, donc je ne peux pas faire le dessin là. Ici, en effet, parce que l'enseignant du collège France Flamand peut aussi vous dire qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il devait me marier avec ses élèves. Encore que la polygamie autorisée au Cameroun. Monsieur Niasse. Oui, si on veut suivre votre raisonnement, expliquez-nous bien. Non, je suis en train d'aller, je dis bien, je ne justifie pas, mais je suis en train de dire plusieurs relations du genre enseignant-élève ont abouti
à des mariages. Oui. J'en connais plusieurs. Mais ce n'est pas pour justifier le fait qu'un enseignant doit être en couple. Et quand vous allez regarder la plupart du temps, ces relations-là sont des relations à longue date et de manière discrète. Ce ne sont pas des relations qu'ils ont pris et mettre sur la place publique avec des photos et vidéos. Des photos et vidéos. Je peux qualifier ça de barbares. Et qu'un même enseignant dans une même classe se met avec 4-5 camarades. Là, ce n'est plus un projet de mariage. C'est le concours. Ça c'est déjà des films bizarres. Ils veulent déjà se transformer en acteurs de films bizarres. Encore que dans ces vidéos, on voit c'est une jeune fille qui filme les deux autres en action. Et je me demande comment un homme constitué, un homme nu de tous ses sens, Normalement constitué. Oui, normalement constitué, merci, il peut accepter qu'on prenne un téléphone. On le filme en plein débat sexuel. Je ne sais pas comment la libido, il ne parvient pas à se contrôler au point de se laisser aller. Il ne savait pas. Parce que la théorie du danger de Rigobert, on s'applique à cet instant. Parce que il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qui pouvait arriver avec cette vidéo. Je vous dis, même pendant que je suis quand j'arrive dans ma salle de classe, je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas de téléphone. Parce que le règlement intérieur d'abord interdit les téléphones. Oui. C'est-à-dire que pendant même que je suis en train de dispenser là, mes enseignements là, j'ai mes petits secrets que je n'aimerais pas que ça se retrouve sur la place publique. Je vais peut-être dire le petit secret là ici. Moi, des fois, je chicote les élèves. Si un élève filme que je l'ai fouetté et qu'il balance. Vous chicotez les élèves au lycée? Oui, je chicote parce que je chicote. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement rebelles que des fois, il faut un peu employer les méthodes qu'on a employées sur nous. Et moi, à 80%, ça... Les méthodes qui ont marché sur vous, oui. Vous pensez qu'elles vont marcher sur ces élèves? Pour le moment, ça marche. Ok. Ça marche parce que je les applique d'une manière technique. Vous avez des bons résultats lorsque vos élèves vous présentent les examens officiels? Très bons résultats même. Quand je les chauffe, quand ils rentrent à la maison, ils pensent que demain, si je ne fais pas le devoir du gars, là, en arrivant en classe, il va encore me chauffer. Non. Il rêve toute la nuit, il fait, même s'il va rater, il fait quand même. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai hérité de la vieille école. Et dans la vieille école, vraiment, la valeur, la personnalité, là, ça a une valeur tellement chère que quand je vois un jeune qui a de l'avenir comme Sion Vondor, je me pose vraiment les questions si il a même mesuré l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, il ne sera pas seulement radié à France Fanon. À chaque établissement où il va déposer un dossier au Cameroun, où on va se rendre compte de ce nom, il risque de ne plus avoir du travail. Mais ce n'est pas aussi sur M. Niasser. Et la situation visible au collège France Fanon, nous l'avons dit, n'est pas seulement visible dans cet établissement scolaire. Ce sont des scènes qui sont vécues même dans les lycées. Et c'est assez nombreux quand même ces différents événements-là, mais qui parfois ne sont pas connus. Et beaucoup d'élèves se plaisent à être dans ce type de relation. Je vous ai dit, c'est l'insouciance. Oui. Parce que madame le proviseur du lycée général Leclerc, je pense que c'était le 6 décembre 2021, avait fait un communiqué dans lequel elle interpellait les enseignants qui entretiennent des relations coupables avec les élèves dans son établissement. Elle avait dit, je cite, à l'heure de la moralisation. Moralisation, c'est quoi? À l'heure où on veut que la société soit une société de référence, une société pleine de valeurs. Les enseignants se laissent aller dans des relations coupables. Lorsqu'elle a écrit ça, on a filmé, on a envoyé sur les réseaux sociaux, elle a été traitée de tous les noms. Mais ce sont les mêmes enseignants, ce sont les mêmes parents, parce que ces enseignants sont aussi des parents. Lorsqu'on fait ça sur leurs filles, ils sont énervés. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas d'abord à accepter. Moi, je n'ai pas de problème à ça parce que je ne me mêle pas à ce genre de situation. Pourquoi donc quand un proviseur, un chef, un ministre va écrire une circulaire par rapport aux relations coupables, pourquoi je vais me sentir mal à l'aise? Celui qui se sent mal à l'aise dans cette situation, c'est parce que celui qui est concerné. Concerné. Oui. Donc, certaines personnes disent souvent qui se sent morveux, c'est mouche. Donc, de façon triviale. Nous devons comprendre que ici, pour moi, le coupable, ce n'est pas l'enfant. Oui. Le coupable ici, c'est l'enseignant. Jeune qu'il soit, il a subi une formation pendant de longues années. On a martelé chaque fois
dans les cours d'éthique, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est à lui, pendant qu'il est sur le terrain, de recadrer l'enfant. Je vous ai dit ici, dans le cas, vous avez pris un cas de figure, l'enfant écrit son numéro de téléphone et dessine le plan de sa maison. Non, j'exécute. Je l'appelle, je et vous partez, et je pars devant tes parents. À ses parents. Oui, voilà ce que votre enfant vient faire à l'école. Oui, et là, elle aura la honte de sa vie. Monsieur Gaël Nyanzi, l'autre question. Avant qu'on ne parle de quelques solutions pour sortir définitivement de cette situation de relation coupable, beaucoup visible dans notre pays aujourd'hui, c'est un jeune enseignant qui est dans une salle de classe. Lorsque vous êtes dans cette posture, vous passez la plupart de votre temps avec vos élèves. Ce que Eric Nasset disait, c'est vrai, il y a des relations comme ça qui ont abouti au mariage et ces personnes sont très heureuses dans leurs différents ménages. Mais la question aussi, c'est est-ce qu'on peut totalement incriminer un enseignant qui finalement est tout le temps en contact avec les élèves? Il n'a que ces personnes-là avec lui lorsqu'il mène ses activités. Il tourne au quotidien entre maison, école, marché, éventuellement église s'il est chrétien ou bien mosquée si il est musulman. Est-ce que finalement on va dire à un enseignant ne cherche pas les élèves, mais où est-ce qu'il doit donc se chercher, Monsieur Gaël Nia? L'enseignant est un parent. L'enseignant est un moniteur. L'enseignant, comment est-ce qu'il a appelé ça? L'enseignant est quelqu'un qui est un idéal. Oui, c'est un modèle. C'est un modèle. Maintenant, quant à se demander où est-ce qu'il va donc se mouvoir, je crois qu'il a partout ailleurs où se mouvoir, sauf dans les salles de classe, sauf en classe, sauf avec les élèves. Parce que déjà, lorsque vous entretenez ce type de rapport avec votre élève, je crois que c'est souillant de votre part et ça ne donne plus à sécurité. Voyez-vous, les élèves, moi également j'ai été élève. J'étais élève et parfois lorsque l'enseignant appelait l'une de nos camarades, elle ne s'arrêtait pas là. Elle venait nous dire tel enseignant m'a fait ceci, m'a dit ceci, m'a dit ceci. Et vous, à ce niveau, je ne sais pas exactement quel genre de conseils pourrez-vous encore donner à ces enfants. Vous êtes un élève, vous avez votre ami fille qui vient vous dire cet enseignant m'a appelé dans la nuit. L'estime que ce monsieur, que vous aviez pour ce monsieur, baisse à ce moment-là. L'estime se perd, il ne baisse même pas, mais se perd totalement. Parce que l'enseignant a raté son repère. L'enseignant a raté également sa téléologie. Il ne sait plus vraiment où aller, devient ce que Bénézé Ndjomole appelait l'homme du milieu. Il ne sait exactement où est-ce qu'il devrait plutôt aller. Il devient comme un homme critique. Et c'est le problème. L'enseignant doit à tout moment et chaque jour essayer d'éduquer sa progéniture. Essayer de faire en sorte que les gens qui sortiront de là soient des vrais hommes. Et non pas des poulets dont par un moment donné il va de temps en temps utiliser pour ses fins personnelles. Quand on dit enseignant, il ne s'agit pas d'une personne. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est impersonnel, mais en fait qui agit justement sur ce tir-là. Ce n'est pas moi qui suis enseignant, mais c'est le tir d'enseignant qui fait de moi ce que je devrais être. Vous voyez? Donc le fait d'être avec les élèves ne justifie en rien le fait que, même si nous sommes là 7 jours sur 7, que je puisse de temps en temps rebondir sur l'une ou sur l'autre. Non. L'enseignant a autant de moments pour même se libérer. Qui vous a dit que nos jeunes collègues qui sont femmes ne sont pas des femmes? Qui vous a dit que allons même sur les parents. Qui vous a dit que les jeunes parents qui viennent là ne sont pas des femmes? Pourquoi seulement les élèves? Il y a un problème. Quelle est l'image que ces élèves auront de nous dans 20 ans? Moi, j'ai toujours, père son âme, monsieur Milaga Théophile, père son âme, il était mon maître d'école primaire. Mais à chaque fois que moi j'ai vu ce monsieur, jusqu'à après cela de 20 ans, je fuyais. Je fuyais pourquoi? Parce que c'était un modèle. Et il n'y a pas que lui. Tous ces enseignants que moi j'ai connus n'ont pas eu ce type de carrière. Mais aujourd'hui, donc, quand vous faites ce type d'acte, vous-même qui êtes homme, votre enseignant soit avec votre camarade de classe qui est fille. Dans 5 ans, quel est le témoignage que vous aurez de lui? Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de voir en quelque sorte que l'enseignant n'a plus rien à faire, alors il va donc se masturber la tête et dire que non, comme je suis là, je vais rester là avec mes élèves et piquer peut-être que Sandrine ou Yvonne qui est là parce que certainement elle a pris le poids maintenant. Ce n'est pas ça le rôle de l'enseignant. Ce n'est pas ça. Monsieur Gaël Nia, on a moins de 10 minutes pour sortir de cette émission. Vous savez, la tribune des jeunes pose les problèmes, on l'a posé depuis le début de ce programme.
Il est question aujourd'hui de proposer quelques solutions pour un peu limiter ce problème de relations coupables entre les enseignants et les élèves visibles dans les établissements scolaires au Cameroun. Vous êtes un enseignant vacataire, par ailleurs étudiant en philosophie, vous l'avez précisé. Au début de ce programme, les citations des auteurs que vous évoquez depuis démontrent à suffisance la connaissance que vous avez sur ces différentes questions philosophiques. Qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour éviter, éradiquer cette situation de relation coupable entre élèves et enseignants qui entache quand même un peu la crédibilité de plusieurs enseignants, l'image de l'éducation au Cameroun et qui freine le développement, il faut le dire, de notre pays? Voilà, avant même déjà de proposer quelque chose, je suis très inquiet en tant que homme de valeur morale. Je suis très inquiet parce qu'aujourd'hui, je me rappelle à une époque donnée, le concours à l'école normale était vraiment très immense. On prenait une quantité bien de personnes. Oui. Mais aujourd'hui, vous voyez à l'école normale, on prend 3 places, 5 places, 2 places, 8 places. Et pourtant, quand on va faire une étude dans les établissements scolaires, publics même d'abord, on va se rendre compte qu'il y a un manque d'enseignants considérable. Je vous prends l'exemple de n'importe quel établissement dans les villages là. Vous allez voir qu'il y a au moins 5 vacataires. Oui. En Yaoundé même, vous allez voir qu'il y a au moins 10 à 15 vacataires. Pourquoi l'État ne pourrait donc pas prendre des mesures pour que tout le monde soit formé? Parce que c'est ça aussi qui arrive quand tout le monde n'est pas formé. Je peux peut-être savoir véhiculer un message. Je peux peut-être savoir enseigner un temps soit peu. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire je peux peut-être vouloir savoir expliquer un cours, mais je n'en sais vraiment rien de ce qu'est la déontologie, de ce qu'est l'éthique de l'enseignant. Okay. Je suis là, je m'habille, je mets les vestes, les costumes, c'est normal, mais en temps réel, je ne sais pas le rôle qu'un enseignant a. Voilà. Je me pense donc qu'avant de proposer des solutions, l'État, par ma petite voix, peut-être devrait un temps soit peu se soucier du fait que, avec ce manque d'enseignants qui sévit aujourd'hui au Cameroun, qu'on essaye déjà de réagrandir le nombre d'étudiants qui passent à l'école normale supérieure. Parce que quand ils sont 4 ou 5, vraiment, ça ne laisse pas également la chance à ceux qui sont vacataires comme nous autres de pouvoir entrer. Bon, maintenant, comme solution. Oui, en quelques secondes seulement. Comme solution, je pense que déjà, il faut un retoilettage moral. Il faut que chaque enseignant fasse une introspection, qu'il essaie un peu de revoir dans quelle mesure, déjà qu'on redéfinisse, comme M. Niassela dit, qu'est-ce qu'un enseignant. Et lorsque l'enseignant est bien défini, est moralement et politiquement et socialement défini, qu'on essaie maintenant de voir ce qu'il faut faire. L'élève en temps réel ne doit pas être la cible pour les enseignants. Donc, comme solution, je pense qu'il y a cette introspection morale. Oui. Sans elle, vraiment de Dieu, même si on ouvre les commissariats et les gendarmeries encore pour ces enseignants-là, elles seront encore moins nombreuses tant que le cerveau, tant que la morale n'est pas mieux nettoyée. Merci pour ces quelques solutions, Monsieur Gaël Nyandié. Vous avez insisté sur le fait que l'État doit plus former les enseignants et l'introspection morale. Monsieur Niassé, en quelques secondes, quelques solutions pour qu'on cesse avec cette situation de relations coupables beaucoup visible dans les écoles dans notre pays. Je vais terminer par dire qu'il s'agit là de la corruption de la jeunesse. Et l'article 344 du Code pénal dit, je cite, « Celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne mineure de 21 ans. Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de 16 ans. » Vous voyez, le législateur a tout prévu. Et dans une société, si nous sommes dans une société comme celle de Robert Thomas Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme, où il y a le Léviathan, si on n'applique pas les règles, on va toujours être dans ce cas. Il faut qu'à chaque fois que quelqu'un déambule, qu'il y ait répression immédiatement. Okay. Je pense que ça va recadrer. Parce que pour moi, la solution aujourd'hui n'est plus d'appeler des gens à être conscients. Parce que nous avons dépassé l'ère de la conscience. Pour moi, nous sommes à l'ère de la répression. Il faut que lorsqu'un enseignant est coupable d'une relation avec une élève, on le sanctionne. Immédiatement.
je pense que ça va redresser les autres. Chacun va remonter sa braquette et il va essayer de respecter la dignité des enfants. Monsieur Eric Niasenganjeu, enseignant au lycée technique de Yaoundé 2, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Je remercie City Radio et qu'elle reste vraiment la meilleure chaîne privée de Yaoundé. La 99.3, merci. Vous avez évoqué beaucoup de choses dans cette émission. On vous dit infiniment merci. Monsieur Gaël Nianzié, étudiant en philosophie, enseignant vacataire, merci à vous. Une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Oui, je vous remercie ainsi que la radio. Je remercie le novateur de cette radio d'avoir pensé cette belle architecturale pour que nous puissions une fois de plus venir de temps en temps étayer ce dont nous avons pensé. Cities Radio, la radio des cités. Oui, vous voulez dire quelque chose en une seconde? Je voudrais demander au promoteur d'augmenter la tranche d'antenne de cette émission. D'augmenter la tranche d'antenne de cette émission. Ça a été noté, monsieur Niassé. On vous dit merci pour votre contribution, vos propositions ont contribué à la réalisation de cette émission, à la mise en onde avec beaucoup de dextérité. Gérard Niad, gestion du digital, Ulrich Thibault, confection des affiches, Junior Lancier, coordination Lazare Zambo, coordination centrale Bibi Jingassa, supervision générale Alom Mougan, le promoteur de cette radio que vous félicitez. À la présentation, Jordan Youssefo Mekon, merci à vous d'avoir écouté ce programme. Restez en compagnie des programmes de Cities Radio.